Bonjour et bienvenue dans notre deuxième cours en distanciel. Alors aujourd'hui on va voir trois petits éléments dans la lecture d'un dessin. On va voir qu'on va pouvoir user de certaines stratégies pour finalement gagner du temps dans la réalisation d'un dessin, mais vraiment dans des cas précis. Donc je vais vous demander de prendre le deuxième cours que je vous ai distribué, qui est lecture de dessin, les demi-vues, les échelles et la nomenclature. En fait, les trois éléments qu'on va voir sont vraiment imbriqués dans la lecture de dessin. Alors commençons par les demi-vues. Donc, dans le dessin technique, beaucoup de pièces sont de forme symétrique à l'aide d'une symbolisation située sur le trait mixte fin, le trait d'axe. Il est possible de réduire le dessin de moitié, voire d'un quart. Alors là, par exemple, on a une lampe graisseur. Et si on veut, on pourrait en représenter tout simplement la moitié. Il suffirait d'identifier un axe de symétrie et on va pouvoir donc dans ces conditions-là en faire que la moitié puisque l'autre partie de la pièce est absolument identique. Donc tel que je vous le montre à l'écran, cette partie est identique, que ce soit sur la partie supérieure ou la partie inférieure. Alors après, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise représentation. Est-ce que je choisis la partie supérieure ou est-ce que je choisis la partie inférieure? Ça, c'est en fonction de votre bon vouloir, puisqu'il n'y a pas de règle particulière. Donc voilà. Alors, comment on va pouvoir réaliser ce système-là? Donc, si la vue possède un axe de symétrie, on peut dans ce cas ne représenter que la moitié de la vue. Un symbole de symétrie tracé aux instruments est alors placé sur l'axe de part et d'autre de la vue. Donc, si je reviens ici, je vais représenter finalement que la moitié de ma pièce. Et pour ceci, je vais mettre tout simplement un symbole de symétrie, c'est-à-dire un signe égal, à droite et à gauche de ma vue, et finalement, je vais pouvoir retirer cette partie-là pour en dessiner la moitié. Le symbole égal, finalement, va m'indiquer que l'autre moitié de la vue est absolument identique. Voilà, donc on gagne finalement en lecture de dessin, et on gagne du temps, et on simplifie finalement notre travail. Donc voilà. Alors là, je vous ai mis un exemple un petit peu atypique. C'est la lampe navette. Et si on regarde bien sur la lampe navette, on va avoir cette première partie qui va être symétrique à son opposé. On va retrouver ici, finalement, une autre partie qui va être symétrique à la partie que je viens colorier en jaune. Et si de nouveau, je viens colorier tout simplement cette troisième partie, on s'aperçoit que là encore, elle est symétrique à son opposé, c'est-à-dire de droite et de gauche ou de dessus-dessous. Donc, ce qui veut dire que sur cette pièce, je pourrais, dans une représentation optimale, n'en représenter qu'un quart. Mais si finalement je venais à faire disparaître la représentation que je vous ai montrée avec les deux symétries, si je représente la figure que vous avez sur votre côté droit, et si je vous donne que celle-ci, ça risque finalement de bloquer la compréhension du dessin. Donc je ne suis pas sûr, si je vous en mets qu'un quart, que vous allez comprendre. Donc finalement, il ne faut pas que ce soit l'inverse, il ne faut pas que ce soit non plus contre-productif de réduire en fait la lecture du dessin. Donc il faut garder à l'esprit, on réduit quand c'est deux fois la même chose, que ce soit sur une symétrie verticale ou sur une symétrie horizontale. Mais en aucun cas, on va jusqu'à l'ultra-réduction, puisqu'on risque de perdre en compréhension, et finalement, comme je viens de le dire, c'est contre-productif. Voilà. Alors, votre premier travail, puisque pour chaque petit élément que l'on va voir aujourd'hui, vous avez un petit travail à réaliser et à me renvoyer sur le même principe que celui qu'on a vu hier. Donc, cette pièce qui se trouve sur votre droite, donc cette pièce dispose-t-elle d'un axe de symétrie ou pas ? Alors, oui ou non. Donc, vous me cochez pour vous la bonne réponse. Et pour vous, combien a-t-elle d'axes de symétrie? Donc, c'est-à-dire, par exemple, est-ce qu'elle a un axe de symétrie de ce secteur-là? Est-ce qu'elle a un axe de symétrie sur celle-ci? Et éventuellement, est-ce qu'elle a un axe de symétrie dans ce sens-là? Donc, est-ce qu'elle a un axe de symétrie tridimensionnel? Voilà, alors on ne pourra pas forcément choisir, si on prend par exemple la vue de face, si on considère que celle-ci est la vue de face,
combien il y a en fait de symétries. Donc à vous de me dire exactement, de me dire s'il y en a une, deux ou trois. Ensuite, vous avez un petit travail à me réaliser sur la page suivante. Donc, sur la figure ci-dessous, vous devez identifier les différentes surfaces repérées sur les dessins de la lampe Graisser. C'est-à-dire ici, vous devez tout simplement m'indiquer quelle est la forme de cette surface-là. Hein, on parle bien de surface, puis de la seconde, puis de la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième. D'accord ? Et pour simplifier les choses, en fait, je vous ai indiqué ici sphère pour sphérique, cylindrique, plane, tor, torique. Alors, pour tor, qu'est-ce que c'est que tor ? Tor, il faut penser au joint torique. Donc, visualisez ce que c'est qu'un joint torique. Hein, on a bien une forme cylindrique avec une forme circulaire et cylindrique en même temps. Alors, est-ce qu'on retrouve finalement dans la lampe navette ce type de forme ? Donc voilà, à vous de me dire et de me remplir les différents éléments. Donc vous écrivez ici, hein, vous embêtez pas. Alors, pour la deuxième partie qui est au-dessus, ici, comme vous pouvez le constater, hein, on a un petit symbole de symétrie à droite et à gauche qui nous dit que le dessus est finalement identique au dessous. Donc vous devez en fait terminer le dessin. Alors, vous devez terminer la partie qui se trouve ici et vous devez terminer la partie qui se trouve là. Alors, si vous regardez bien hein, par rapport aux dessins qui sont ici, finalement, la partie que je vous ai coloriée, entourée en bleu, finalement, vous la retrouvez ici et vous la retrouvez là. Donc, vous ne le coloriez pas, hein, mais c'est juste pour vous donner, pour vous expliquer. Hein. Donc, en fait, vous avez la réponse qui est là. Ici, vous avez un rayon de raccordement, souvenez-vous. Lorsqu'un cercle et une droite se rencontrent, il peut être tangent au cercle. Donc, ce qui veut dire que, en fait, ici, on va se retrouver avec une tangente. Donc, il faudra forcément venir sur le bord du trait, hein, qui est là, et terminer probablement à ce niveau-là. Hein. Donc, voilà, hein, c'est en termes d'indication au niveau de l'aide. Concernant la forme qui est ici, hein, qui est en fait ce qu'on appelle un téton, au niveau du téton, de l'ergot de maintien, ce qui va permettre de tenir la lampe Graisser, voilà, vous avez ici le rayon de raccordement, et si vous regardez bien, à ce niveau-là, vous avez le centre du cercle, puisqu'il faudra vous aider, tout simplement, de votre compas. Donc voilà le travail que vous devez réaliser sur cette page-là. Donc voilà. Alors, la deuxième partie de notre cours, ce sont les échelles. Alors, c'est pareil, c'est un point très important, les échelles, hein, vous avez pu le constater, lorsqu'on va, nous, en tout cas, au CFA, on a la possibilité de tracer avec deux types de formats, le format A4 et le format A3. On n'a pas de format au-dessus, on n'a pas de possibilité d'imprimer au-dessus. Donc, ce qui veut dire que toutes les pièces qu'on va vouloir dessiner, il va falloir qu'elles soient compatibles soit avec du A3, soit avec du A4. Donc, il va falloir que l'on joue avec les échelles. Soit on va agrandir, ou soit on va rétrécir. Alors, si par exemple, je souhaitais dessiner une boîte de vitesse dans sa globalité, il y a peu de probabilité qu'elle rentre dans un format A4 ou A3, c'est une certitude. Donc là, j'ai pas d'autre choix que de passer à une réduction. Alors, tout ne se passe pas comme on le souhaite. Il va falloir respecter des règles et surtout indiquer à mon lecteur que le dessin a soit été agrandi ou a été rétréci. Et tout ça, ça va venir s'indiquer à des endroits bien précis lorsque l'échelle est globale pour la feuille, ou dans d'autres cas, lorsque l'échelle est juste locale pour apporter une information, je vais utiliser une autre stratégie. Donc, généralité, certaines pièces sont d'une taille incompatible avec le format de la feuille, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à une boîte de vitesse. Il est donc impossible de la dessiner entièrement. Il faut pour cela réduire la grandeur du dessin tout en gardant une visibilité correcte de cette pièce. Dans ce cas, il est obligatoire d'agrandir un dessin pour apporter une meilleure compréhension de ce même dessin. Je vous prends par exemple, on s'intéresse à dessiner une vis de purge sur un étrier de frein. Vu la taille de la vis de purge, oui, là dans le cas présent, on va pouvoir pas réduire mais agrandir pour améliorer la compréhension de la forme de la pièce et d'aller chercher en fait l'information qui nous intéresse. Donc, modification d'échelle. Alors, la première, on va se retrouver finalement au milieu, ça va être l'échelle 1,1, c'est-à-dire l'échelle réelle.
Ici, on est sur l'échelle réelle, puisqu'on est sur 1,1. À côté, sur le côté droit, on va être sur une réduction. Donc là, on va finalement réduire mon échelle pour rentrer dans le format de la feuille, ou dans d'autres cas, en fonction de mes besoins, je vais faire un agrandissement. Pour agrandissement, voilà, je vais faire un agrandissement pour améliorer la compréhension de ce dessin. Donc, mais pour ça, il va falloir que j'informe mon lecteur que j'utilise un format différent que le format classique. Donc, alors là, j'ai une stratégie qui va me permettre d'apporter l'information déjà dans le cartouche. Alors, je vous rappelle, le cartouche, c'est en bas, on a un ensemble d'informations à l'intérieur qui vont être l'endroit où a été réalisé le dessin, le type des dessins qu'on réalise, etc., etc. Et là, on va indiquer finalement l'échelle. Ça veut dire que là, c'est indiqué échelle 1, c'est-à-dire que ce dessin-là est à l'échelle 1 et que ce dessin-ci est à l'échelle 1. Par contre, le dessin qu'on retrouve là, lui, il n'est pas à l'échelle 1. On voit bien, il est quand même beaucoup plus petit. Et là, finalement, comme j'utilise une représentation différente que ma vue de face et ma vue de gauche, je vais devoir l'indiquer. Et là, tel qu'on le voit ici, j'ai modifié l'échelle et je vais indiquer à mon lecteur que la perspective isométrique qu'il est en train de visualiser est à l'échelle 1,5. Donc, elle est 2 fois plus petite que l'échelle qui est représentée dans mon dessin. Donc, voilà, dès lors que je modifie la représentation d'une partie de la pièce, d'une pièce, à une échelle différente, je suis obligé d'indiquer à mon lecteur. Surtout qu'en plus, il n'y a aucune cote sur le dessin qui pourrait me permettre de dire, oui, comme de fait, la cote qui est indiquée, c'est pas la bonne, ça ne correspond pas à l'échelle. Je vous rappelle, dans le cours que l'on a vu hier, toutes les représentations, cotations dimensionnelles sont toujours indiquées à l'échelle réelle. Donc voilà. Alors, vous avez quelques petits exercices à me faire. Donc je vous explique. Le premier exercice, vous devez déduire quels sont les agrandissements ou les réductions en fonction des indications qui sont dans le tableau. Alors, je vous ai mis les différentes échelles et vous devez me dire si c'est plus grand que la réalité ou plus petit que la réalité. Alors, 1/5, est-ce que c'est plus grand ou plus petit que la réalité ? 2,1, est-ce que c'est plus grand ou plus petit que la réalité ? Je vous rappelle, il faudra tout simplement venir le noter ici, inversement. Et est-ce que 1/3 c'est plus grand ou plus petit ? Est-ce que 5/4, est-ce que c'est plus grand ou c'est plus petit ? Alors, ensuite, pour le deuxième exercice, vous allez devoir vous munir d'une règle et vous allez devoir observer le dessin que vous avez en dessous, c'est-à-dire le dessin qui est ici. Vous allez devoir observer ce dessin-là et observer le dessin qui est ici. Puis ensuite, vous devez répondre à différentes questions. Donc, par quel procédé allez-vous identifier l'échelle ? Alors, dans le dessin que je vous ai entouré ici, est-ce que vous avez la possibilité d'identifier l'échelle ? Donc, vous allez me dire oui ou non. Le dessin ci-dessous est-il représenté à l'échelle 1 ? Oui ou non ? Et là, ce que je vous demande, c'est de me justifier votre réponse. D'accord ? Il faudra tout simplement m'expliquer comment, avec votre règle ou votre équerre, vous avez pu identifier si on est sur la bonne échelle, l'échelle 1, ou si on est sur une autre échelle. Alors, ne me dites pas oui ou non. Il faut vraiment m'expliquer, avec une phrase très très courte, sur quel type d'échelle on est. Alors, au niveau du troisième exercice, pareil, je vous ai mis 3 langues Gresseur. La langue Gresseur qui est au milieu, elle, je vous le dis tout de suite, est à l'échelle réelle. D'accord ? Elle est à l'échelle réelle. Et je vous demande de me dire, ici, si je suis sur un agrandissement ou sur une réduction. D'accord ? Puis ensuite, je vous demande, c'est de me donner la formule. Alors, ça sera par exemple, ce sera valeur mesurée sur valeur réelle ou valeur réelle sur valeur mesurée. D'accord ? Donc, je vous le marque. Je ne vous dis pas dans quel sens c'est. Donc, valeur réelle, valeur
mesurée. Donc à vous de me dire finalement comment vous allez pouvoir écrire votre équation. D'accord ? Voilà. Et ici, vous pouvez éventuellement, c'est noter une remarque. Au pire, si vous n'avez pas de remarque à mettre, bah, ce n'est pas très grave. Eh bien écoutez, on verra ça lorsqu'on corrigera ensemble en présentiel eh bien, notre petit cours, hein, que ce soit la cotation dimensionnelle ou les échelles et la nomenclature et la demi-vue. On fera un petit point sur nos deux éléments. Donc voilà le travail que vous avez à produire sur les échelles. Et on va terminer par la nomenclature. Alors toutes ces informations-là, forcément, que ce soit les échelles ou que ce soit la nomenclature, on va retrouver ça dans un dessin de définition, c'est-à-dire lorsqu'on va représenter qu'une seule pièce, ou sur un dessin d'ensemble dans lequel on va représenter eh bien, l'ensemble du mécanisme. Je vous rappelle, le dessin de définition a pour vocation d'isoler une seule pièce, mais aussi eh bien, de comprendre cette pièce, mais aussi d'être en capacité de la produire. Donc on va retrouver toutes les cotations dimensionnelles, cotation géométrique qu'on n'a pas vu encore, qu'on verra prochainement. On va retrouver toutes ces informations-là à l'intérieur eh bien, de notre dessin. Et quand on a affaire à un dessin d'ensemble, on peut retrouver aussi ces éléments de cotation dimensionnelle et géométrique, mais on va retrouver aussi d'autres informations qui sont la nomenclature. Et dans la nomenclature, finalement, on va retrouver un tableau dans lequel on va identifier l'ensemble des pièces. Donc toujours positionné en dessous du cartouche, il contient l'ensemble des informations sur le mécanisme représenté, donc les vis, les joints, les roulements, etc., les matériaux employés, et dans certains cas, même les traitements de surface. La nomenclature est toujours associée avec un ensemble de numéros qu'on va appeler REP. REP pour repère. Pour faciliter la lecture de dessin, il n'y a qu'un seul repère pour l'ensemble des pièces identifiées. Alors là, par exemple, on a ici la pièce 14 que l'on retrouve ici, et sur la pièce 14, si on regarde bien, on va retrouver la pièce 14 à ce niveau-là, on la retrouve encore à ce niveau-là, on la retrouve encore à ce niveau-là, on la retrouve à ce niveau-là. Donc là, finalement, la pièce 14, j'en vois 1, 2, 3, 4, 5, 5. Et là, donc à présent, je ne vais pas mettre repère 1, puis repère 2, puis repère 3, repère 4, jusqu'à repère 5 pour identifier finalement 5 fois la même pièce. Je vais lui dire non, finalement, je vais lui attribuer le numéro 14 et je vais dans une seconde colonne, je vais indiquer donc nombre et ce sera le nombre de pièces associées au numéro 14. Donc si par exemple j'ai 8 vis, eh bien je vais mettre repère 14, nombre 8, et ensuite la désignation normalisée de la vis. Donc c'est ce qu'on retrouve ici. Donc un exemple, si la vis H M10 30 20, alors H c'est pour la forme hexagonale, M c'est pour le profil métrique, 10 le diamètre, 30 c'est pour la longueur sous-tête, et 20 c'est pour la longueur filetée. Donc est représenté 3 fois sur le dessin, on lui attribue un seul repère, donc 14, 8, et après on va lui donner la désignation normalisée. Donc, il y aura autant de lignes que de pièces constituant le mécanisme. Donc là, par exemple, si on regarde le dessin, on va avoir 31 pièces. Donc, je vais avoir 31 lignes qui va constituer finalement ma nomenclature. Alors, dans certains cas, quand la nomenclature ne rentre plus dans le format de la feuille, là, si on regarde le format de la feuille, on ne pourrait pas mettre la nomenclature. Donc, on va produire une feuille complémentaire, comme on a tout simplement en dessous, sur lequel on va apporter l'ensemble des informations. Donc il y aura autant de lignes que de pièces constituant le mécanisme. Les cases matière et observation sont renseignées qu'en fonction des informations données par les constructeurs ou les concepteurs de mécanismes. Je vous donne un exemple. Vous travaillez dans l'aéronautique et vous avez développé un nouveau système avec un matériau que vous avez développé dans votre laboratoire d'études. Il est clair que si vous publiez le dessin d'ensemble du mécanisme avec la nomenclature, vous allez garder secret finalement la constitution de votre matériau, puisque finalement c'est vous qui l'avez développé et qui avez développé le concept et peut-être même protégé carrément le brevet. Donc voilà, les informations, on ne va pas toujours les indiquer. Donc, alors, je vais vous montrer, pompe à vide, l'échelle c'est l'échelle 1, ça a été réalisé au CFA, donc on retrouve bien la colonne, REP pour repère, NBR pour nombre, désignation pour désignation normalisée, matière, voilà, et observation. Là, donc à présent, on me dit que la vis 14,
dont il y en a 8, eh bien, elle est chromée, donc on a un traitement de surface par chromage. Donc voilà, c'est indiqué parce qu'on a l'information. On va retrouver, donc si vous regardez bien, on part de 1 et on monte pour aller vers la fin. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Donc 1, 2, 3, 4 pour les lignes, donc 14, 16. Là, donc à présent, même si je ne mets pas la totalité des numéros, je vais quand même conserver cette chronologie de montée, d'accord, de la partie basse 1 jusqu'à la partie finale 14, 15, 16, etc. Donc voilà comment est constituée une nomenclature. Alors généralement, la nomenclature, elle est là vraiment pour vous apporter des informations sur la constitution du mécanisme et le nom des pièces qui vont constituer votre mécanisme. Alors, ici, on a un dessin dans lequel, toujours, sur notre pompe à vide, c'est une vieille pompe à vide, parce que celle-ci est entraînée par une courroie, et c'est plus le cas aujourd'hui, les pompes à vide sont généralement montées en bout d'arbre à cames. Alors, au niveau de notre dessin, on va retrouver un ensemble de choses. Là, on va retrouver ce qu'on a déjà vu au niveau des coupes. On a une indication de coupe qui nous dit que finalement la vue de face est en coupe, en direction de la vue de face. Mais on a une coupe supplémentaire qu'on va voir ici qui s'appelle tout simplement la coupe BB. Et si vous regardez bien, on a un petit cercle qui est à cet endroit-là. Et ce petit cercle, finalement, il nous renvoie à une vue complémentaire qu'on appelle un détail B. On a B et on retrouve B. Et comme on a un dessin qui est à l'échelle 1, puisqu'on me l'indique ici, et on m'indique ici qu'ils sont à l'échelle 1, les biens ils sont bien en relation, et comme là on a une modification d'échelle différente sur le détail B, je suis obligé d'apporter une information complémentaire à mon lecteur pour lui dire, attention, ce que je suis en train de te montrer, ce n'est pas la même échelle que la vue de face, c'est une échelle différente, et là, dans le cas présent, c'est à l'échelle de 1, donc 2 fois plus grande que la réalité. Et si vous regardez bien, ici, on a du mal un petit peu à visualiser ce qui s'y passe, et grâce finalement à cet agrandissement qu'on va effectuer à cet endroit-là, on voit que la pièce 26, c'est tout simplement ce qu'on appelle un anneau élastique, et qu'elle va être là pour assurer la liaison entre ce qu'on va appeler le vilebrequin, la bielle, et la bague qui va assurer le fonctionnement de la montée de mon petit piston, parce qu'en fait j'ai un petit piston qui va tirer une membrane pour produire un déplacement d'air. Voilà, on vient de terminer notre cours sur les demi-vues, les échelles et la nomenclature. Alors je vous demanderai, c'est de faire comme la cotation dimensionnelle. Vous me scannez vos différents exercices et vous me l'envoyez sur Teams. Et comme pour la cotation fonctionnelle, je vous laisse jusqu'à vendredi pour m'envoyer vos différents travaux. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Alors, je reste disponible pour répondre à toutes vos questions. Voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce travail et je vous dis à très bientôt.